Très bien. Eh bien, ouais, c'est la sécurisation des protocoles. C'est ça, on dit. Bien. J'en profite, parce qu'hier, on était dans le jus. J'ai mis des petits dessins là. C'était juste pour rappeler aussi qu'il y a des programmes IBM, il y a des certifications. Alors, il y a une certification développeur, ça vient à jour. La certification administrateur, si je ne dis pas de bêtises, elle est beaucoup moins à jour. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est aussi des sujets intéressants et valorisants pour les équipes qui ont des compétences, d'accord? Donc, c'était pour dire, n'hésitez pas à participer, enfin, à passer les certifications. Et il y a aussi des programmes communautaires, donc il y a des badges Udemy Community. Voilà, si vous avez envie de vous engager, de participer, de créer des activités, etc. Il y a des choses aussi qui sont intéressantes là-dessus. Et bien sûr, il y a les clubs utilisateurs, comme en France, pour ce qui nous concerne, évidemment, sur lesquels on essaye de promouvoir un maximum d'événements. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les autres pays, le niveau. Il y a Change du 24 au 27 octobre à Bois-Colombes. Voilà, quand même beaucoup de choses aussi, et je voulais juste en parler avant d'attaquer ça. Et on rappelle que tu es président du Common France. Oui, on rappelle aussi que tu es adhérent du Common France. Oui, oui, d'intérêt. Donc non, n'hésitez pas en tout cas à nous remonter des infos et à venir participer, c'est vraiment intéressant. On a dit beaucoup de choses sur la sécurité. Je voulais rappeler un petit fondamental simplement, qui était de dire bah, il faut crypter vos communications. On a évoqué un tout petit peu hier avec l'aspect web service, mais de façon globale, on va pouvoir crypter beaucoup de protocoles sur l'IBMI. Et du coup, donc, je reparle un petit peu de ça. Enfin, rapidement, on va revoir les fondamentaux. Je dis rapidement parce que c'est pas nouveau. On est vraiment dans le rappel avec deux, trois points particuliers parce qu'il y a deux, trois petites évolutions. Voilà, mais globalement, on est dans le rappel. Et j'en profite également pour refaire un point sur SSH puisque c'est vraiment une techno qu'on voit utilisée de plus en plus sur l'IBMI. Donc, finalement, quand j'ai réécrit la présentation, je vais remonter un petit peu le côté SSH. Donc, deux, trois, alors très rapidement, le principe du cryptage, d'accord, c'est de rendre une donnée illisible par quelqu'un qui pourrait l'intercepter, d'accord, donc c'est pas nouveau. Je vous ai mis une petite photo d'une machine Enigma, tout le monde connaît, d'accord. C'est juste pour dire que le cryptage, c'est important, d'accord, c'est important. D'ailleurs, le cryptage dans certains pays, hein, si vous utilisez des niveaux de cryptage assez élevés, il faut les déclarer au gouvernement, c'est considéré comme une arme de guerre, etc. Donc, c'est pas un sujet. Okay. Il y a d'autres pays, il faut laisser vos clés, pour que le gouvernement puisse aussi décoder. Donc, en tout cas, je ne vais pas citer les pays, je ne vais pas tomber dans le... Moi, j'ai pas tombé. C'est la Russie. On est un firewall là-bas et il fallait donner le code. Mais aux États-Unis, sous certaines conditions, pour des organisations américaines, c'est déposé les clés aussi. Donc, c'est un vrai sujet, d'accord? Donc, il y a des possibilités de rendre l'information lisible. Alors, évidemment, il faut que ce soit réversible. Sinon, votre information, vous pouvez l'acheter. Et c'est à mon interne. Donc, on va faire un cours de maths avancé sur le cryptage, ok, mais c'était sur le principe, globalement, on va s'appuyer par des algorithmes qu'on utilise, s'appuyer sur des clés qui permettent de crypter et de décrypter. Des clés symétriques qui ont l'avantage d'être beaucoup plus performantes, ça demande beaucoup moins de CPU pour encoder, décoder, mais qui sont moins sécures, et puis des clés asymétriques, à l'inverse, qui sont beaucoup plus sécures, mais demandent plus de puissance. Donc, la plupart des algorithmes qu'on utilise, en réalité, euh, font une première négociation avec des clés asymétriques très sécurisées pour négocier des clés symétriques pour la suite pour que ça utilise. Les protocoles sont faits comme ça globalement. Alors, celui qu'on utilise aujourd'hui, c'est le TLS, le Transport Layer Security, qui vient remplacer le SSL depuis déjà un certain temps, hein, d'accord. Et on est sur des versions de TLS aujourd'hui, c'est 1.3, la dernière, on va dire c'est 1.2 et 1.3 qui sont réputées solides, les versions précédentes beaucoup moins. J'ai remis une petite définition, mais qui vient de Wikipédia, parce qu'il y a un sujet qui m'intéressait dedans. Chiffré, évidemment, identifié et authentifié. Ce n'est pas forcément le cas sur tous les certificats et cryptographies qu'on utilise, mais c'est une des possibilités. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de dire que c'est signé par un tiers de confiance. Ça fait partie de la définition. Donc là aussi, le tiers de confiance,
c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, ça peut être vous. L'auto-signé. Bah, s'il est auto-signé, tu as confiance en toi. Pas forcément avec les non plus. Mais ça dépend de la question, mais la question fondamentale, c'est ça, c'est à qui tu donnes ta confiance. Donc, il y a quand même des sortes de listes blanches, hein, d'accord? Il y a quand même des autorités reconnues de confiance, et puis il y a des autorités qui peuvent être les vôtres, auxquelles vous pouvez faire confiance, parce que c'est des qui les maîtrisent. Bon, globalement, j'ai pris un site au hasard. Si vous allez sur ce site-là et vous l'ouvrez dans un navigateur web, parce que voilà, C'est pas prévu, hein. votre navigateur vous met un petit cadenas et il vous dit le site il est sécurisé. Alors pourquoi mon navigateur dit ça? Alors, si on clique sur le petit cadenas, en fait, le navigateur va te dire, bah ouais, parce qu'il y a un certificat qui crypte la communication entre votre navigateur web et ce site. Ce certificat, il a été délivré à un organisme qui porte le nom du site web, hein, il faut que ça corresponde. Ah, Godaddy. Pardon? Godaddy. Ouais. Non, il faut que ce soit délivré ici à Getit. À Gandhi. Et le certificat a lui-même été acheté au Gandhi, je sais, j'ai lui-même, qui lui les refait certifier encore par un organisme au-dessus qui est Sectigo. Donc il y a toute une chaîne justement, mais en tout cas il y a un certificat. Et votre navigateur est content pour plusieurs raisons. C'est que le nom indiqué sur le certificat correspond à l'URL, la date du certificat, il a une date de début, une date de fin, on est dedans. Et en plus, il y a ce qu'on appelle un chemin de certification, c'est-à-dire il y a des autorités qui ont signé ce certificat en disant « Ok, moi, autorité reconnue, je dis que ce certificat, il est OK ». Et en l'occurrence, encore une fois, on retrouve Gandhi, qui lui-même se fait certifier chez Sectigo. Et votre navigateur fait confiance au site web iGetit. Alors pourquoi votre navigateur vous fait confiance? C'est pas parce que le certificat s'appelle iGetit et que la date elle est bonne. C'est pas pour ça que le site fait confiance. Votre navigateur fait confiance parce que votre navigateur fait confiance à Sectigo. Et que Sectigo a signé ce certificat. La mécanique, c'est celle-ci. Ça marche pas. Donc il y a tout un tas de choses. Alors, on retrouve des clés. C'était juste pour montrer que les clés sont bien nécessaires pour avoir du cryptage, elles font partie du certificat. Donc évidemment, c'est important pour la mécanique de cryptage, mais dans le certificat, il y a aussi ces autres infos, et c'est ces autres infos qui garantissent le fait qu'on lui fait confiance. Donc dans votre navigateur, si on va dans les options où on dit montre-moi les certificats, etc., on va retrouver les autorités, ce qui s'appelle les autorités de certification racines de confiance auxquelles votre navigateur fait confiance et on retrouve Sectigo. Si je l'enlève de cette liste-là, mon navigateur fera plus confiance au système de domaine. Ok, donc le principe, c'est vraiment celui-ci. Et voilà. Si vous n'avez pas dans votre navigateur l'autorité correspondante, ici c'est un certificat auto-signé, votre navigateur il affiche un gros message rouge qui dit attention, c'est pas sécurisé, c'est pas vrai, on est quand même HTTPS, c'est quand même crypté, mais simplement le navigateur dit fais attention, le certificat il a l'air Maison. Et puis effectivement, celui-là il fait maison, c'est celui sur ma HMC. Je ne vais pas aller acheter du VeriSign pour ma HMC non plus. Parce qu'elle ne mérite pas, il n'y a que moi qui l'ai. Ok, donc là il me dit certificat invalide. Ok. Donc la mécanique de confiance, elle est vraiment basée sur l'UQR. Alors, maintenant, ça veut dire que sur votre IBMI, quand on va vouloir utiliser des certificats pour aller sécuriser les services, que ce soit ici du serveur web, je l'ai fait parce que tout le monde peut accéder au travers de navigateur, mais c'est les mêmes certificats qu'on utilise pour crypter tous les services, bah, il va déjà falloir gérer des certificats sur votre IBMI. Être capable de créer du certificat, de le supprimer s'il est périmé, d'en générer des nouveaux, d'en importer, etc. De gérer les autorités, pour savoir à qui on peut faire confiance ou pas. Exactement la même chose que dans votre navigateur web. Donc pour ça, vous avez un produit qui s'appelle DCM, le Digital Certificate Manager, dans lequel, justement, vous avez ce qu'on appelle des magasins de certificats. C'est là où on va pouvoir importer, créer des certificats. Donc DCM permet, je dois te déconnecter depuis. Hop. Voilà. Donc DCM permet d'accéder à des magasins de certificats. Vous pouvez en avoir plusieurs sur votre IBMI. Il y a un magasin dans lequel on va stocker les autorités de certification locales, celles qui sont directement créées sur votre IBMI.
Et puis celui qu'on utilise globalement, c'est un magasin d'e-système. Je retrouve le mot de passe par contre. Hop. Qui lui va stocker tous les certificats clients, serveurs, les autorités de certification externes du type Sectigo, etc., qu'on a pu voir. Donc là, je passe un peu de ménage. Voilà. Donc j'ai plein de certificats dans ce magasin-là. J'ai des certificats pour des sites web qui sont sur cette machine. J'ai des certificats pour des serveurs de web service. Et puis j'ai des certificats qui vont plutôt sécuriser des services du type FTP, Telnet et compagnie. Certificats au sens large. Il y a des couleurs pour indiquer en rouge ils sont périmés, en jaune ils vont bientôt périmer, en blanc ils sont OK. Donc, vous pouvez là-dessus, et puis, donc on a les certificats, on a bien sûr toutes les infos sur les certificats. On s'est présenté un peu différemment que votre navigateur web, mais on retrouve évidemment le même type d'informations. Donc le certificat, quelle est la clé publique, quel est le nom, par qui il a été signé, compagnie. Et on va retrouver aussi, côté IBMI, on va pouvoir savoir à quel usage sur IBMI est affecté ce certificat. Donc, celui que j'ai pris, il est relié au serveur FTP sur mon IBMI. Ça veut dire qu'il sert à crypter les communications FTP qui sont sur mon IBMI. Je dirais S400, mais c'est le nom de la machine. Ça s'appelle S400. Donc, on a bien la gestion du certificat et dans un même temps, on a l'affectation du certificat à un service particulier. Donc, dans le vocabulaire des CM, en fait, c'est ce qui s'appelle des applications. Donc, en fait, on va retrouver des applications pour le serveur Telnet, le serveur FTP, le serveur central, le serveur de connexion, le serveur base de données, le remote command, etc. Tous les services que vous connaissez qui sont utilisables à distance sur votre IBMI. Et dans des CM, du coup, on va pouvoir affecter un certificat à un service. Certificat à plusieurs services. Donc, globalement, ça se passe par ici. J'ai remis, hop, c'est ici, j'ai remis pas mal de captures d'écran, d'accord, mais encore une fois, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau éventuellement, c'est l'interface de DCM qui a été changée il y a 2-3 ans. Avant, on avait une interface assez années 80, on va dire. Donc, l'interface a été modifiée, c'est plus sympa, mais le principe est le même. Des certificats qui sécurisent des services. Donc, évidemment, il faut, si vous achetez un certificat chez Sectigo, il faut avoir les autorités de certification de Sectigo. Vous les mettez dans des CM et vous importez votre certificat. Il faut avoir l'ensemble de la chaîne pour que ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est pas nouveau, encore une fois. Voilà, vous pouvez affecter... Alors, je n'ai pas passé tous les protocoles parce que tous les services, il y en a quand même beaucoup. J'ai pris Telnet parce qu'il parle à tout le monde, c'est relativement facile. Si vous voulez sécuriser Telnet, pas de problème. Vous générez ou vous achetez un certificat ou si vous avez des gens qui s'occupent des certificats chez vous parce que vous avez des autorités internes, etc., ils vont vous demander ce que vous voulez, vous remplissez une petite fiche et quelques jours après, ils vous donnent un certificat. Vous l'importez dans des CM et on va affecter le certificat, dans mon cas, par exemple, au serveur Telnet. À partir de là, on va pouvoir se connecter. À partir de là, il y a encore une chose ou deux à faire, mais ça permettra de se connecter en mode sécurisé à Telnet. Vous pouvez aussi, dans DCM, on peut aller un petit peu plus loin dans la conf, et on va pouvoir aussi choisir le niveau de protocole qu'on veut pouvoir activer ou désactiver sur. Et là, c'est service par service. Donc pour Telnet, on va dire j'autorise que le TLS 1.3, désactiver tous les autres. J'autorise que tel et tel cipher et pas les autres. Et là, l'ordre a de l'importance, ils sont négociés dans cet ordre-là. Ok, donc on peut quand même être assez fin hein, sur les services. Et par ailleurs, on peut également, pour certains services, on supporte le fait d'avoir plusieurs certificats, éventuellement. Donc une fois qu'on a configuré tout ça, bien sûr, vous pouvez gérer tous les certificats par DCM. Là, c'est une opération humaine, il faut se connecter au navigateur web, on va dans le magasin, c'est visuel. On a quand même maintenant des petites facilités de pouvoir faire ça en mode... alors, il y a un service SQL qui s'appelle Certificate Info, qui permet de récupérer tous les certificats qui sont dans le magasin système ou dans d'autres magasins, d'avoir des informations. Et c'est quand même super pratique, ne serait-ce que pour faire un petit job mensuel qui dit voilà les certificats qui vont arriver à péremption dans le mois. OK. J'ai des clients qui m'appellent une fois par an, maintenant j'ai mis la date dans mon calendrier. Ils m'appellent parce que leur certificat est arrivé tous les ans. Donc c'est facile à automatiser maintenant. Avant, c'était pas compliqué, il fallait un calendrier.
Là, on peut l'automatiser. Donc, vous pouvez récupérer les infos sur les certificats au travers du SQL. C'est de la lecture, on ne peut pas la changer, mais on peut récupérer les infos. J'ai remis le lien vers la doc IBM. Et puis moi, il y a un petit produit que j'aime beaucoup, c'est DCM Tools. C'est un petit produit open source. Vous pouvez l'installer en NPM. C'est un petit produit de Jesse Gorensky. C'est un petit wrapper qui a été fait sur les classes Java sur les classes du Java qui est derrière DCM en réalité. DCM, il est écrit derrière. Il a fait un petit wrapper sous forme de commande qui permet de faire la liste des certificats, d'importer un certificat, renouveler un certificat, supprimer. Donc on peut automatiser maintenant beaucoup de choses en mode commande, ce qui est pratique pour l'exploitation, évidemment. Bon, ok, c'était juste pour dire, je prends DCM pour l'exemple, mais vous avez quand même de quoi outiller et automatiser pas mal de choses. Vous pouvez sécuriser la plupart, je n'ai pas fait la liste des services qui ne le supportent pas, mais vous pouvez sécuriser la plupart des services, les services OTBMI, le sign-on, le serveur de commande, le serveur SQL, etc. Évidemment. Plus certains services TCP/IP qui supportent, et j'ai pris l'exemple du Telnet pour la démonstration. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas les seuls. Les serveurs SMTP le supportent, etc. Les services un peu plus historiques, un peu plus désuets, pas tous. Et vous êtes plus censé les allumer, donc c'est pas grave. Donc si je reviens au Telnet, une fois qu'on a le certificat, il faut quand même qu'on aille modifier, donc soit par navigateur Flory, soit par un change Telnet attribute, il faut qu'on aille modifier le Hello Secure Socket Layer pour lui dire OK, je veux pouvoir me connecter en SSL. Donc le yes va autoriser les deux, on pourra se connecter en clair et en sécurisé. Si vous mettez only, on n'acceptera que les connexions sécurisées. Donc, si vous êtes aujourd'hui qu'en clair, on vous conseille de passer en yes le temps de tester. Vous avez bien fait le tour de la question, basculer en only. N'hésitez pas à mettre un petit journal d'audit pour traquer les connexions qui sont en clair pendant quelques mois, pour faire la chasse, et puis après, vous basculez en sécure. Une fois qu'on a fait ça, bah voilà, vous pouvez derrière, bien sûr, il faut reconfigurer un petit peu le ACS, hein, tester en solution, pour lui dire je me connecte en sécurité, et puis il reste rien. Donc une fois que vous avez fait ça, oui, j'avais remis l'image du certificat, donc vous vous connectez à ACS, et puis pourquoi c'est important d'aller sécuriser du 5250? Parce que la plupart des clients me disent mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je l'utilise qu'en interne, ça sort jamais, etc. C'est pas grave. Ouais. Alors, même en interne, un truc très facile à faire, je peux vous le montrer à la pause, vous pouvez sniffer le réseau. Vous êtes sur un réseau TCP/IP, votre machine, elle reçoit toute la communication dans le bras du réseau dans lequel vous êtes. Bon. Donc ça, vous avez besoin de rien, hein, il n'y a pas besoin d'accéder à l'IBMI, etc. Il suffit d'ouvrir les vannes et d'enregistrer ce qui passe. Et puis, il n'y a pas de secret, c'est documenté. Le telnet, c'est normé, ok. Et puis, dans le telnet, on sait à quoi ressemble une trame de connexion. On sait où est le mot de passe, on sait où est le profil et compagnie. Si vous passez en clair, bah voilà, c'est un petit logiciel Wireshark qui permet de capter, hein, de sniffer et de mettre en forme un petit peu ce qui passe. Bon, bah voilà, il y a une trame dans laquelle il y a le profil et le mot de passe qui passent en clair. Et là, je vous rappelle que votre machine, elle a certainement accès à Internet, vous recevez des documents dans vos mails, bon, il y a des trucs assez simples à faire pour voir ce genre de choses. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver très facilement quand on fait des tests justement de pénétration, etc. Donc non, c'est important, même si vous êtes en interne, c'est important de sécuriser, c'est extrêmement facile pour quelqu'un d'aller attraper ce genre de choses. Si vous sécurisez, je n'ai pas dit que c'était inviolable, j'ai dit que c'est beaucoup plus compliqué à décrypter. Parce que pour décrypter, ce n'est pas le certificat qui est nécessaire. En fait, le certificat permet entre le serveur et le client d'aller générer une clé temporaire de session. C'est celle-ci qui crypte la communication. Donc ça s'intercepte si c'est l'attaque qu'on appelle man in the middle, c'est-à-dire si quelqu'un écoute depuis le début la communication, il peut récupérer ses infos, mais sinon c'est extrêmement compliqué. Donc souvent c'est le cas. Oui. Enfin, oui. Pour les attaques qui réussissent, oui, forcément, du coup. Mais je ne sais pas estimer toutes les autres. Mais statistiquement parlant, les risques, il y a 80% en interne et externe. Alors, on parle du risque technique ou du Les risque... risques de fuite. À quelqu'un qui vient de faire réparer la téléphonie chez vous,
il met sa prise, il peut faire la même chose. Donc, cette histoire de je suis protégé de l'extérieur, c'est. Ouais, mais on va retomber sur le même problème que faut surveiller les containers plein de drogue sur le port. Ouais, exactement. Et même la poubelle avec les mots de passe. Hein. Il y a le couvert des papiers, il y a les mots de passe dessus. Je vais m'arrêter aux aspects techniques pour aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est Mais cette histoire de dire qu'en interne, c'est-à-dire une phrase importante, ce qu'on entend souvent, je suis pas. Ah C'est oui, les c'est- autres qui m'attaquent de l'extérieur. Mais non, c'est 80% de l'interne le problème. c'est Normalement, énormément. en interne, quand quelqu'un se branche sur ton réseau, il ne sait pas pouvoir accéder. Il doit accéder, soit tu l'as foutu dans un VLAN guest ou n'importe quoi, ou il a juste Internet, soit s'il se connecte en Wi-Fi, ben, il est en Wi-Fi guest. Ça, tu parles des gens externes qui entrent sur moi. Oui, je parle des salariés internes. Il y a les deux. Il y a un salarié fâché, il y a plein de choses. Hein. Sur un réseau Wi-Fi, il n'y a pas besoin d'être connecté pour capter ce qui se passe. C'est pas... Après, je sais plus faire. C'est bien. Mais il y a pas Je ressens bien. Donc, en gros, une fois que vous avez sécurisé votre telnet, par exemple, ou j'ai pris après un FTP, peu importe, c'est pareil. À la première utilisation, par exemple, d'un serveur FTP qui est sécurisé ici par un FileZilla, FileZilla va afficher le certificat en disant je me connecte à un serveur, il est sécurisé. On a réussi à se comprendre, à négocier dans le même langage. Voilà le certificat proposé par le serveur. Est-ce que tu veux faire confiance ou pas? Et puis si on lui dit oui et mémorise le truc, il ne vous demandera plus la prochaine fois, d'accord, mais il affiche bien les infos du certificat, ça vous permet de vérifier que ça correspond bien à l'endroit où vous allez. Si c'est du telnet, avec ACS, il fait la même chose. La première connexion, si on n'a rien paramétré automatiquement pour l'utilisateur, à la première connexion, il y a une fenêtre qui s'affiche et l'utilisateur il doit démarrer. Voilà. Pour ne pas faire paniquer vos utilisateurs quand vous faites ça, je vous conseille de pousser vous-même les configurations sur des postes clients parce que les utilisateurs, quand ils voient ça, ils ont peur en fait. À l'étude, ça change, ça leur sécurité, ça leur fait peur. Okay. Mais ça veut bien dire que c'est reconnu et que ça y est. J'ai fait un tout petit focus sur Object Connect. Je n'ai pas parlé du serveur de Logon, SQL, etc. Le principe est le même pour tous les services. Je parle juste d'Object Connect parce que c'est un petit service qui a beaucoup évolué. Object Connect, pour tout le monde, on est d'accord, ça permet de faire communiquer deux IBM entre eux et de passer des commandes du type save restore OBJ, save restore lib. Avant, il était sur SNA, après il a été SNA over IP, maintenant il est IP uniquement. Mais maintenant il est IP et il nécessite obligatoirement un certificat. Sinon ça ne marche pas. Donc là, évidemment, c'était pour faire ce petit focus ici. Là, vous devez avoir un certificat. Et comme ça fait communiquer deux IBMI, soit vous avez un certificat et vous mettez même de côté, soit vous avez un certificat sur chaque machine. Il faut que chacun se connaisse. On va faire un échange. Donc, on peut faire ce genre de choses. Et puis, je voulais juste montrer que, typiquement que sur certaines applications, on peut mettre plusieurs certificats également. Donc attention, il y a une pompe, j'ai remis un petit peu la doc vers la conf Object Connect, parce qu'elle n'est pas hyper naturelle. Donc j'ai remis le petit lien, mais c'est plutôt bien fait. Depuis quand c'est obligatoire là-dessus? Parce qu'avec Enterprise Extender, on fait ce que vous voulez, on va dissiper, on va communiquer les systèmes des partitions entre elles. Ouais, mais il passait par Object Connect. Option 2, hein. Si tu n'as pas l'option 22, tu ne fais pas de. Tu fais juste l'eau, tu as juste après à changer ton métal, faire un HPR étoile yes, c'est bon. Sur la 7.5, là, je suis sûr. Moi, sur du 7.4, je n'ai pas eu de blocage là-dessus. Parce que j'ai beaucoup de clients qui s'en servent pour transférer des partitions de prod vers l'extérieur sur le versement. Je suis tout à fait en TCP/IP, du coup, sur toutes mes 7.4, parce que je autorisé et que je passais en IP. Je ne sais pas si c'est une obligation sur la 7.4. Si, c'est aussi. C'est obligatoire dans sa région. Ouais. Donc, je ne sais pas si votre service s'appuie sur Object Connect ou si c'est le produit net, c'est ce qui a remplacé l'Enterprise Extender, c'est ce qui permet de faire la communication maintenant directement en IP entre les systèmes ou entre les partitions. Et ça m'a jamais, j'ai jamais eu de, si tu veux, de problème de communication entre les deux liés parce que je n'avais pas de certificat. Je ne sais pas comment ils communiquent. Parce que vous regardez par le SNA. Mais
Le SNA, SNA, c'est du HPR, ça s'appelle HPR, Enterprise Extender. le SNA, C'est de l'IP c'est pur. oublié. Ouais. C'est de l'IP pur, hein, le truc. Mais en tout cas, c'est une bonne pratique. En tout cas, en tout cas, ça représente, hop là, ça représente quand même l'évolution sur les fonctionnalités qui sont mises à jour, les fonctionnalités, etc. Ok, de dire, bah, attention, maintenant, plus de com, même interpartition, parce que souvent, quand il y a du Object Connect, ça fait deux partitions d'un même système, on est dans le VLAN interne, on ne passe pas par le réseau de la machin, ça, non, tu sécurises. En tout cas, c'est l'idée. On a des clients et des partenaires qui ont développé leur propre serveur TCP/IP, hein, par exemple les éditeurs, par exemple. Donc là aussi, on a la capacité d'avoir toutes les API qui permettent de gérer le cryptage et le Global Security Kit qui est là. Après, je ne détaille pas, mais si vous avez du Java, il y a tout ce qui va bien aussi pour Java, etc. Et pour tous les produits également. Tout ce qui est open source et OpenSSL. De toute façon, OpenSSL, c'est ce qui est utilisé globalement sur l'IBMI pour le cryptage. Bon, j'ai remis 2-3 références et j'ai mis 2-3 valeurs système aussi qui correspondent aux différents niveaux de protocoles, d'algorithmes, etc., qui sont supportés ou supportables sur vos machines. Bon, normalement, vous devriez être en 7.4, 7.5. Si vous êtes en 7.3, vous devriez être en train de migrer. Et j'ai fait un petit rappel quand même des versions avant. Il y a des valeurs système qui permettent d'indiquer quel est le niveau de TLS que vous autorisez sur votre machine ou pas. Donc il y a bien des valeurs, il y a 3 valeurs système là, qui se répondent ici. Et j'ai mis le lien vers une macro SST un petit peu particulière, parce que si vous autorisez des protocoles ou des ciphers dans les valeurs système, il faut aussi qu'au niveau SST, ils soient autorisés. Et là, il y a une macro qu'il faut aller chercher assez loin, qui vous permet de débloquer au niveau SST l'usage de certains encodages ou pas. Nous, on en a eu besoin pour des clients qui devaient communiquer avec des systèmes un peu anciens et qui avaient besoin de niveau de pistage qui était plus supporté naturellement. Oui, c'est ça, c'est par rapport à les évolutions que tu étais obligé de remettre un. Parce que sinon, ça suit les évolutions. Ça suit les évolutions en fonction des versions. Je ne sais pas si au niveau des TR, il y a des modifs, je ne suis pas très sûr. Mais ça suit l'évolution avec les versions. Et si on veut désactiver ou réactiver certains ciphers, il faut aller là. Prenez votre temps. On se fait ça, prenez votre temps. Bon, les préconisations de base, sécurisez tout ce que vous pouvez, évident. Encore une fois, tout ce qui passe en clair, il y a souvent de l'authentification du profil de mot de passe. Évidemment, arrêtez, ça fait partie de ce que disait tout à l'heure Philippe, arrêtez tous les services qui ne sont pas utilisés, ou qui sont obsolètes, ou qui sont en double, c'est pas la peine de les laisser allumer, c'est toujours des portes d'entrée. Bon, ok, donc toutes les règles classiques. Si vous gérez du certificat, en général, vous n'êtes pas les seuls dans l'entreprise. Donc, rapprochez-vous des équipes qui savent faire. Ils ont certainement les autorités internes ou alors ils les achètent de façon uniforme. Ok, donc rapprochez-vous pour avoir les mêmes pratiques. Prenez un calendrier. Restez à jour au niveau des versions, etc. Bon, tous les trucs classiques ok là-dessus. Et puis, faites pas peur en tout cas aux clients que vous maîtrisez. Donc, je pense aux gens qui utilisent ACS qui sont en interne chez vous. Vous pouvez leur pousser de la configuration sur leur poste pour que la mise en place du certificat soit transparent pour eux. Ça ne vous empêche pas de leur faire un petit mail qui va dire un cadenas, etc. Mais pas qu'ils aient des messages de warning avec des mots-clés du type sécurité et tout qui leur font peur. Ça, on peut déployer des choses à l'avance. Un petit mot sur SSH, parce que, encore une fois, toute la partie sécurité précédente, elle est pas du tout, hein, c'est vraiment du rappel. Hein, ce que j'ai dit, faites-le vraiment, c'est important. Il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai raconté. SSH, c'est pas nouveau non plus, mais on en voit énormément maintenant sur l'IBMI, pour différentes raisons, qui sont bonnes, hein, d'accord, mais on a de plus en plus de SSH. Donc SSH, à la base, c'est un shell. Vous allez voir qu'on ne l'utilise pas que comme un shell. Justement, un shell, c'est ligne de commande. Mais on ne l'utilise pas directement comme un shell. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'il est très sécurisé, c'est pas hyper récent, hein, ça date de 95, voilà, et on va globalement remplacer des protocoles du type Airlogin, etc., qu'on essaye de ne plus utiliser parce que ça ressort en rouge dans pas mal d'audits aujourd'hui. Et typiquement, AirExec était plus supporté avec certaines releases de Windows, on commençait à avoir des soucis avec ça.
Donc on va utiliser SSH pour, pas tellement pour faire du shell, enfin on peut, hein, c'est plus un job de développeur ou d'administrateur si on fait du shell avec ça. On va utiliser SSH principalement parce qu'il procure une communication qui est très sécurisée. Et dedans, on pourra faire passer à peu près ce qu'on veut. C'est ça l'intérêt. L'idée, bon, j'ai repris c'est pas moi qui ai fait le dessin. L'idée, c'est d'aller avoir une communication cryptée basée sur des clés. Okay, jusque-là, comme on sait faire dans les autres protocoles. L'avantage de SSH, c'est que on va pouvoir se connecter par profil mot de passe, mais de façon plus intéressante, on va pouvoir se connecter avec une clé. Pas en donnant son mot de passe, mais en donnant une clé. Et la clé, on l'aura échangée préalablement par un autre canal. Ce qui fait que, justement, le fait de multiplier les canaux pour communiquer et d'avoir une confiance préalable à la communication, fait qu'on peut mettre en place d'entrée de jeu du chiffrage et du protocole qui est plus robuste directement et qui permet, au-delà du cryptage, d'aller aussi valider l'identification de l'utilisateur. Donc là, la clé, elle a deux rôles. Elle va authentifier l'utilisateur et elle va procurer un cryptage qui est plus costaud. Et en fait, on enlève le fait d'avoir échangé une clé préalablement, on va enlever la phase qui est sensible dans le démarrage de la communication, qui est une négociation de la clé de session. Parce que le morceau de dialogue au démarrage, quand vous avez besoin de parler en crypté, il y a toujours un petit morceau de dialogue, le moment où on se met d'accord sur comment on va faire, qui passe un peu en clair. Forcément. Là, on a échangé les clés à l'avance, on envoie direct en crypté, l'autre il s'est décrypté, c'est bon, il a la bonne clé. On y va. Donc il n'y a rien qui passe en clair. Je le schématise. Hein. Okay. Globalement, c'est beaucoup plus robuste. Donc, pour cette raison-là, c'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Okay, on peut produire un shell avec des commandes type Linux. Mais c'est pas grave, on peut produire un shell. Encore une fois, c'est pas mon usage aujourd'hui, même si c'est très intéressant. Mais derrière, en fait, ça a créé ce qu'on appelle un tunnel crypté dans lequel vous pouvez faire passer ce que vous voulez. Donc c'est exactement ce qu'on peut faire. Un des cas d'usage qu'on nous demande énormément, c'est transfert de fichiers. Remplacer FTP, qui est un ancien protocole, même s'il est sécurisé avec un certificat qui n'est pas réputé sécurisé par les administrateurs, remplacer FTPS par du transfert de fichiers au travers de SSH. Le cas d'école que vous ne trouvez pas. Après, il y en a d'autres, hein, etc. D'accord, mais voilà. Et puis, si vous utilisez, par exemple, des outils de développement type VS Code, bah, pour se connecter à l'IBMI, c'est du SSH, rien d'autre. Enfin, si, maintenant du SQL aussi, mais du SSH pour la partie édition de source. Bon, je fais rapidement, j'ai mis plein de slides en fait, parce que j'avais plein de trucs de près, mais je ne vais pas tout dérouler. Vous pouvez faire des configurations qui sont assez intéressantes, vous pouvez choisir votre niveau d'encodage, etc. Ce que je voulais démontrer ici, simplement, c'est que c'est très facile à démarrer, parce que SSH sur l'IBMI, depuis longtemps maintenant, il est livré directement configuré. Vous avez juste à démarrer le serveur par un start TCP étoile SSHD. Voilà, et ça fonctionne. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller plus loin dans la conf, mais il est opérationnel d'entrée de jeu. Il y a aussi une version RPM open source qui existe. Il y a 2-3 subtilités à rajouter, parce que préalablement, il était limité à 8 caractères pour aller jusqu'à 10 au niveau des profils. Il y a des variables d'environnement, mais bon, on est dans les réglages. Okay. Le principe, c'est qu'il est disponible et vous pouvez y aller directement. Donc, j'ai pris un outil juste pour les captures d'écran, un PuTTY, c'est un des plus utilisés sous Windows. On indique le profil, la machine à laquelle on veut se connecter, et puis PuTTY, quand il va se connecter, il va nous demander notre mot de passe. Encore une fois, ce n'est pas la partie qui m'intéresse, ça fonctionne, okay, mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse. Pour être plus robuste, je voudrais plutôt générer des clés. Générer des clés et les échanger préalablement. Je vais aller directement... je vais directement ici. Donc là, il faut générer des clés. Vous allez garder, vous, une partie de la clé qui est votre clé privée, vous la donnez à personne, elle va sur votre PC et vous la connaissez. Et puis vous transférez la clé publique sur des machines auxquelles vous voulez vous connecter. C'est ça l'idée. Pour générer les clés, vous pouvez générer des clés au travers d'outils. Il y a un petit outil qui s'appelle PuTTY qui permet de générer des clés. Sinon, par les commandes OpenSSL, on peut générer des clés. Voilà, n'importe quel produit qui génère de la clé dans un format standard compatible, ça passe. Il faut simplement qu'il y ait 2-3 petits prérequis. Je les ai remis ici, ce n'est pas toujours le cas. Il faut qu'il y ait des petits prérequis côté IBMI, puisqu'il y a un moment,
on va stocker la clé publique sur l'IBM. Et SSH, il est extrêmement sensible aux droits que vous allez mettre sur des fichiers où la clé est stockée. Et donc, il faut que chaque utilisateur ait un home directory avec un sous-répertoire qui s'appelle .ssh à l'intérieur. Il faut que les droits sur ces répertoires-là soient ceux-là. Pas plus, pas moins. S'il y en a pas, s'il y en a moins, c'est pas utilisable. S'il y en a plus, SSH, il va dire non, il y a trop de droits sur le fichier, la clé n'est pas protégée, je ne démarre pas. Je peux pas vous donner. C'est tout Linux. Ah bah là, c'est... Ouais. Bah, j'aurais pu mettre les droits en mode BMI, hein, d'accord, mais là, enfin, ça me paraissait plus cohérent d'être Linux. Ben oui, clairement. Donc ça, c'est... alors, j'ai mis le home dir, si vous avez mis des home dir ailleurs, ok, vous mettez celui qui est rattaché au profil. Ok, et puis après, encore une fois, on génère des clés, donc soit à coup de SSH qui gêne ici en QSH, mais ça peut être, encore une fois, en multigène, ça peut être généré sur un serveur Windows, Linux, peu importe, du moment que la clé elle est au format compatible, c'est où vous voulez. Bon, je vous ai mis les captures d'écran, encore une fois, c'est pour histoire de s'amuser un peu. Je vous passe le détail, mais on récupère la partie... donc la partie privée de la clé reste chez vous sur le PC, la partie publique, elle va sur l'IBM. Donc en fonction de là où vous l'avez généré, vous prenez un morceau et vous le transférez sur votre machine. J'ai mis un petit capture d'écran parce qu'on peut avoir des petits changements de format en fonction de l'outil qui a permis de le générer. Je n'entre pas dans le détail. Ça se fait tout seul. Et puis, comme on disait, c'est le monde Linux. Donc en fonction d'où vous avez fait la clé, attention, et de comment vous transférez, attention, c'est ça, le contenu de la clé. Sous Linux, le saut de ligne CLF. Windows, c'est plutôt CRLF, donc attention, des trucs comme ça d'encodage de la clé qui peuvent un peu être délicats, mais une fois que vous avez la méthode, après, il n'y a pas de problème. Bon, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez la clé, vous l'avez mis dans votre fichier Authorized Key sur votre profil dans l'IBMI. Derrière, quand vous allez vous connecter via PuTTY, par exemple, je vais aller directement à la connexion parce que je vais commencer à être en retard. Quand vous allez sur PuTTY, vous indiquez où est votre clé, côté machine Windows, et quand vous vous connectez, on ne vous demande plus de mot de passe. On dit, hop là, directement connecté, c'est bien l'utilisateur NB, tu as été authentifié par la clé. If, pas de mot de passe qui te rend vite. Et pas de mot de passe qui te rend vite, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer votre mot de passe pour environ dans le champ. C'est pas du FSO au sens directory, etc., mais il n'y a pas de mot de passe qui transite et c'est tout l'intérêt. Et encore une fois, le deuxième intérêt, c'est que du coup, on n'a pas la faille du man in the middle, parce qu'on décryptait vraiment du début de la communication. Donc ça, c'est extrêmement utilisé, et puis je vais vite sur la suite, mais encore une fois, vous pouvez, au travers de la communication qui est cryptée, on peut faire du shell, mais on peut faire du transfert de fichiers, on peut faire d'autres choses. Dans ACS, vous pouvez indiquer où est votre clé. Si vous avez un client SSH qui est outil ou un autre, vous indiquez où il est. Et puis, il y a des options maintenant dans ACS qui permettent de lancer directement le terminal SSH, compagnie. Et donc, ça fait vraiment partie des outils standards. C'est pas une lubie. Toute la partie gestion des modules open source par ACS est gérée au travers de SSH. Tout ce que vous voulez dans l'interface graphique, vous pouvez le faire en mode commande. Et donc, on est vraiment hyper standard en réalité par rapport au monde global. J'allais dire Linux, mais même pas Windows, Linux. C'est supporté dans tout un tas d'outils. FileZilla sait faire, de lui donner votre clé, FileZilla il sait faire du SFTP. Le SFTP, c'est du FTP dans un tunnel SSH. Alors, pas confondre avec le FTP-S, qui est du FTP crypté par un certificat. Donc, FileZilla, il sait faire du SFTP, donc SSH, File Transfer Protocol. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres outils. J'ai pris FileZilla, c'est un des plus connus. Voilà, vous donnez votre clé et on a des connexions plus sécures. Il y a une commande qui s'appelle SCP, qui est très connue dans le monde Windows, c'est Secure Copy, qui permet de copier des fichiers d'une machine à l'autre dans un tunnel SSH, pareil. Donc j'ai pris un client Windows, histoire d'avoir une interface graphique pour montrer que, ok, on sait accéder, on sait copier de l'un à l'autre, etc. Lui aussi demande la clé, tout se passe bien. Typiquement, il est intéressant SCP parce qu'il va beaucoup plus vite en termes de transfert et c'est efficace. Il est beaucoup utilisé pour ça. Si vous, et c'est une bonne idée, si vous voulez mettre les mains dans Visual Studio Code pour vous connecter
pouvez mettre profil mot de passe, mais vous pouvez, mais on voit bien que c'est du SSH et il vous demande votre clé privée si, pour vous connecter. Donc c'est aussi une bonne idée. Enfin, ok, donc c'est vraiment. Ah, pardon. J'ai mis pas RDI. Pas RDI, parce que RDI passe par des protocoles IBMI, par des services IBMI hautes, classiques, donc le Logon, Remote Command, ODBC, etc. Et c'est pas une critique. Je peux critiquer des trucs des fois dans RDI, mais ça, c'était pas une critique. Bon, ok, donc on peut. Il y a un intérêt de faire du shell au travers de SSH parce qu'on va être dans un environnement open source Linux traditionnel, on va pouvoir utiliser tout un tas d'outils super intéressants sans les contraintes du 5250 qui fait qu'on n'est pas dans un vrai terminal au sens Linux. Alors que là, on va pouvoir ouvrir quelque part des vrais outils comme Midnight Commander, etc., qui nécessitent qui ont des possibilités graphiques qu'on ne peut pas avoir en 5250. Donc ça ouvre vraiment le monde de l'open source avec les vraies choses standards qui sont dedans. Je passe, et puis je voulais juste m'arrêter 2 secondes là-dessus, puis je vais terminer, parce que je suis en retard. Et quand on le voit rentrer, c'est que. C'est pas le On appelle le père Poeta. Donc, le buffet va refroidir chez lui. Donc, c'est ce que je disais. Le cas d'école FTP, c'est vraiment un protocole auquel maintenant tout le monde fait la chasse, puisque c'est réputé vraiment pas sécurisé. Et on me demande de remplacer à minima par FTPS, mais encore mieux par SFTP. Et du coup, il faut mettre en place le SSH, mais ça c'est vite fait. Il faut mettre en place, si possible, des clés, c'est mieux. Et puis après, il faut recoder un petit peu vos transferts FTP, FTP, c'est exactement la même commande. C'est pas très compliqué. Donc globalement, j'avais refait un petit comparatif. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a la sécurité du cryptage lui-même, mais on a les équipes réseau, j'allais dire sur le dos, non, c'est pas sur le dos, mais leur job d'aller gérer la sécurité et gérer les flux, etc. Le FTP, il a une petite difficulté pour les gens du réseau, c'est qu'il utilise plusieurs ports, et il utilise des fois des ports dynamiques en fonction de la configuration. Et les ports dynamiques, pour des gens qui doivent faire des trous dans les firewalls ou des routages, souvent ça passe pas bien. SFTP, il utilise le port 22, tout passe dedans. Pratique. Donc souvent, c'est l'équipe de réseau souvent qui finit d'achever le débat. Bon, ok, puis j'ai mis 2-3 exemples de commandes pour expliquer que c'est très simple. Donc SFTP, c'est des commandes Linux, hein, donc il faut le lancer dans un QSH pour un QP de terme. Et c'était juste 2-3 captures pour montrer que c'est très simple de mettre ça dans un STL, de pouvoir le soumettre, de remplacer votre outillage que vous avez fait autour de FTP par un outillage autour de SFTP. C'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des fichiers de commande comme on faisait avec FTP. Il y avait des fichiers de commande, on peut faire pareil avec SFTP. Le formalisme est un tout petit peu différent. Et on a le mot de passe en clair dans le fichier, dans un fichier texte, mais c'est juste comme ça. Non, dans le fichier de commande, non, mais dans les fichiers de commande FTP. Non. Ah, FTP, oui. Oui. Bon, voilà, ok. Donc j'ai mis 2-3 captures. C'était juste pour montrer les autres outils. Je vous ai dit, j'en ai mis plus. C'était comme si chez nous, j'ai sélectionné. Et puis voilà, surprise. Et puis oui, ici, attention, vous allez avoir des clés sur le serveur IBMI, on vous oblige à mettre des droits particuliers sur les répertoires. Ok, du coup, 6 mois. Les parties des clés qui se baladent chez vous, vous faites les clés. Faites attention. Ne laissez pas les clés sur le camion, c'est pareil, parce que sinon, on sécurise le transfert, et vous laissez la clé accrochée comme votre mot de passe au post-it sous le clavier, c'est pas la peine. D'accord? Donc évidemment, protégez les clés. Et puis dans les configurations serveur, on peut faire plein de trucs intelligents. C'est pas parce que vous mettez SSH et que vous l'ouvrez que vous pouvez limiter l'usage. Vous pouvez dire, lui, je veux qu'il fasse que du transfert de fichiers, lui, je veux qu'il fasse que du shell, etc. Vous pouvez limiter les fonctions. Vous pouvez dire, lui, je veux qu'il fasse du transfert de fichiers, mais que dans tel sous-répertoire. On peut aller plus loin dans le langage.